Collègues, je dois tout d'abord excuser le président Bruno Studer, qui est élu à Strasbourg et qui a dû rentrer en urgence hier à Strasbourg en raison des événements que vous connaissez. Alors, j'adresse, j'imagine en votre nom à tous, voilà, nos très sincères condoléances aux familles des victimes et tout notre soutien aux Strasbourgeois. Je souhaite maintenant la bienvenue à Monsieur Frédéric Jousset, président de l'association publique Pass Culture, ainsi qu'à Monsieur Éric Garando, inspecteur général des finances et directeur de l'association Pass Culture, ainsi que Madame Mathilde Ravanel-Vassy, qui est inspectrice des finances également. Lors de l'examen du budget 2019, plusieurs d'entre vous vous étiez interrogés sur ce projet d'expérimentation prévu pour 2019. Cela avait alimenté nos débats en hémicycle. Il a donc semblé intéressant et utile d'organiser cette audition ce matin, puisque, messieurs et madame, vous avez été chargés par Françoise Nyssen au printemps dernier de superviser le groupe de travail constitué autour de ce projet novateur et ambitieux, vecteur de démocratisation culturelle. Alors, chacun connaît le principe de départ. Le principe de départ, c'est que le Pass Culture est conçu sous la forme d'une application mobile géolocalisée qui a vocation à proposer aux jeunes âgés de 18 ans, et peut-être pas seulement, d'accéder à une large offre culturelle de proximité avec un portefeuille de 500 € à disposition pour les jeunes de 18 ans. Néanmoins, il suscite de nombreuses interrogations, tant par son contenu, par son fonctionnement, son coût et ses perspectives de généralisation. Personnellement, j'aimerais vous entendre sur les perspectives de cheminement qui peut être offert aux jeunes et comment on va pouvoir faire aussi bien dans les différents types de cultures. J'aimerais bien vous entendre sur la place des jeux vidéo pour emmener quelqu'un vers l'opéra et inversement, et de voir comment l'équilibre pourra se faire entre les géants du numérique qui proposent des expériences culturelles et la vitalité des associations au niveau local. Alors, Frédéric Jousset, je vous donne tout de suite la parole pour votre présentation que vous avez bien voulu imager pour nous ce matin, avant qu'un échange ne s'engage avec l'ensemble des commissaires des affaires culturelles et à l'éducation. C'est à vous. Merci pour cette introduction. Et puis je dirais merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour cette présentation du Pass Culture. Depuis que le Pass a été voulu puis lancé par le gouvernement, nous avons procédé à beaucoup de rencontres et celle-ci en est une importante. Et de cette rencontre viennent les encouragements qui font du bien, mais aussi les critiques, les questions, et ça permet d'enrichir le projet. Donc j'ai, à titre personnel, de grands espoirs pour cette matinée, parce qu'effectivement, c'est à partir des remontées du terrain qu'on peut encore enrichir ce qui est aujourd'hui en gestation. Alors, le président nous avait passé une commande à la fois précise, qui était de présenter le Pass, mais un format libre. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est pendant peut-être 15 à 20 minutes, de vous présenter les grands choix qui ont été faits, de vous présenter aussi l'application, puisque nous avons évidemment une version bêta que je pense il serait intéressant pour vous de voir. Et puis après, de passer évidemment la parole à la salle pour les questions-réponses. Peut-être présenter d'abord l'équipe et donc me présenter et vous dire pourquoi moi je suis là. Je suis là dans une mission qui est complètement bénévole. À l'époque, Françoise Nyssen m'avait demandé d'être conseiller de l'équipe projet qui était en cours de création pour amener un regard d'entrepreneur. Vous savez, je suis entrepreneur, j'ai créé un certain nombre de sociétés dont la plus connue est probablement WebHelp, qui aujourd'hui emploie 50 000 personnes dans 40 pays. Et donc, je suis là de manière consultative pour, je dirais, aider ce qui est aujourd'hui une start-up d'État à développer son produit et à grandir. Et ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est que je suis par ailleurs très engagé dans le secteur culturel comme administrateur du Louvre et président du groupe Beaux-Arts Magazine, et que ce sujet de la démocratisation culturelle, qui est le sujet clé, me tient à cœur particulièrement. Avec moi, Éric Garando. Éric, qui est la cheville ouvrière, qui, au quotidien, avec les équipes, s'assure du développement à la fois de l'application, du modèle financier et puis du dialogue avec les territoires.
et Mathilde Ravanel, donc inspectrice des finances, qui apporte sa compétence de gestion publique, qui est au cœur évidemment du lancement de cette application innovante qui, comme on va le voir, a un modèle financier qui est tout à fait original. Alors on a préparé, sans plus tarder, quelques slides que je vous propose de découvrir. Et la première qui, en fait, résume le pourquoi du Pass Culture. Je dirais que le Pass Culture est une politique qui est résolument innovante dans 4 directions et qui n'ont, jusqu'à présent, à ma connaissance, jamais été faites. La première, c'est que, pour la première fois, on va utiliser une politique publique pour subventionner la demande et non pas l'offre. Je dirais, depuis la démocratisation culturelle voulue par André Malraux, on a, pendant 50 ans, développer une politique de subvention publique sur les opérateurs en espérant que ces opérateurs permettent de recruter des publics qui ne se tournaient pas spontanément vers la culture. Donc là, pour la première fois, on va inverser la logique et on va donner un pouvoir d'achat aux jeunes en espérant que ce pouvoir d'achat provoque cette étincelle, ce pas de côté, pour qu'ils puissent aller consommer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer. La deuxième chose, c'est d'utiliser la technologie. Donc, les études prouvent qu'aujourd'hui, quasiment 100%, on y est presque, de la population cible, donc des 18 ans, a un smartphone, et que donc, on peut utiliser les modes de consommation des jeunes, et on a, à travers les applications, un outil formidable et qui va nous permettre également d'avoir un système qui est sûr et qui va tirer les enseignements du pass italien qui s'appuyait sur la même philosophie mais ne verrouillait pas assez. Et donc, je pense que la technologie permet à la fois de démocratiser et de fiabiliser le système. La troisième innovation, c'est que pour toute entreprise, qu'elle soit culturelle ou non, le problème du recrutement des nouveaux consommateurs est clé. Et on voit que dans le secteur culturel, des sujets comme la presse ou comme le cinéma ont un problème face à la concurrence des géants du numérique, justement, à attirer et à se renouveler, et à attirer des publics. Et donc, quelque part, on offre une fréquence sur les 800 000 jeunes qui ont chaque année 18 ans. C'est un média qui leur est spécifiquement dédié et qui permet à tous les opérateurs dans les territoires de toucher directement, je dirais au cœur ou dans la poche des jeunes, ces cibles qui sinon ils ont du mal à atteindre. Et le quatrième point qui est très innovant, c'est l'effet multiplicateur, puisque comme on va la voir dans le modèle financier, on estime que 100 € de dépenses publiques vont permettre de générer 500 € de pouvoir d'achat à travers cette espèce de cryptocurrency culturelle qu'on est en train de lancer, puisqu'évidemment c'est un pouvoir d'achat virtuel, à mesure à aucun moment il est prévu de donner de l'argent physique, mais on utilise la capacité de négociation au nom d'une génération auprès des grands offreurs pour pouvoir obtenir des rabais que individuellement ils seraient incapables d'obtenir. Donc l'effet recherché, comme vous l'avez compris, en gros, il y a un triple bénéfice. Le premier, c'est de distribuer un pouvoir d'achat qui est, pour les jeunes, un des principaux freins quand on fait les études sur les freins à la démocratisation culturelle. Évidemment, l'argent est la première barrière, et la première barrière inégalitaire. Donc là, on a un pouvoir d'achat qui met tous les jeunes de 18 ans sur le territoire de la République au même niveau. On verra les conditions d'accès, mais ce sont pour les jeunes et les résidents de plus de 5 ans. C'est une offre qui sera à consommer sur une durée limitée. Là aussi, on va avoir un décret d'expérimentation qui va préciser le cadre, mais qui va nous permettre d'observer concrètement comment est-ce que les jeunes vont consommer le pass. Et c'est un outil qui permet aux jeunes de s'autonomiser par rapport à sa cellule familiale. Les collectivités, donc clairement, ça permet aux collectivités, c'est un laboratoire, ça permet de conquérir de nouveaux publics. C'est une nouvelle infrastructure de service public et c'est une plateforme numérique qui est développée, qui est, je dirais, dans une logique open source à disposition de tous les acteurs.
Et pour le ministère, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est que la dernière étude sur les pratiques des jeunes et de la culture date de 2008. C'est une étude qui a plus de 10 ans maintenant et qui est reconduite tous les 10 ans. Et je dirais, les métadonnées du Pass Culture nous permettront en temps réel d'avoir enfin un suivi concret de la consommation des jeunes. Donc c'est un outil qui permet également de mieux mesurer au jour le jour ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans le modèle économique du Pass, voilà le coût théorique. Alors quand vous avez entendu souvent parler peut-être dans la presse de 400 millions, c'est évidemment un coût théorique maximal, puisque 400 millions, c'est la résultante de 500 € fois 800 000 jeunes qui, en moyenne, chaque année, accèdent à l'âge de 18 ans. Maintenant, le coût réel, en fait, il se décompose de 4 façons. Alors, le premier, c'est la non-participation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun système de fidélité au monde, que ce soit des systèmes de miles aériennes, que ce soit des systèmes de coffrets cadeaux, qui sont consommés à 100%. Donc, soit pour les événements de la vie, malheureusement, le décès, l'éloignement, la perte de papier d'identité, etc., soit par des intérêts, soit parce que, typiquement, on a tous fait l'expérience d'acheter un carnet de 5 tickets chez un opérateur de cinéma et de consommer que 2 places. Donc, on a du mal à apprécier concrètement quel sera le pourcentage de non-consommation, mais c'est sûr qu'il y en aura un, et c'est tout l'intérêt de l'expérimentation, de pouvoir affiner les grandes hypothèses du modèle. Le deuxième sujet, c'est le non-remboursement. Autrement dit, c'est la négociation de gratuité, puisqu'on offre à tous ces grands offreurs culturels la possibilité de toucher des jeunes dans des quantités très importantes. On les met en avant dans le pass, et donc on obtient des remises qui sont très très importantes. Donc, à titre d'exemple, la presse va venir en gratuité sur un modèle en ligne. Donc, les offreurs de presse vont pouvoir recruter des nouveaux abonnés, mais la contrepartie, c'est qu'ils ne sont pas subventionnés. Donc, si vous avez un abonnement à 60 € par an dans le Pass Culture, le jeune est bien débité de 60 € pour consommer son abonnement, mais nous ne remboursons pas l'éditeur de 60 €. Dans le cinéma, c'est pareil. Dans beaucoup de domaines, en fait, on négocie au nom de la puissance publique des avantages qui vont jusqu'à 100%. Donc on peut estimer à ce stade, en l'état actuel des négociations, qu'au moins 50% des 500 € seront des gratuités qui seront obtenues et négociées. La contrepartie de ça, c'est qu'on livre aux opérateurs les données dont ils ont besoin pour l'exécution de la prestation, et rien de plus. Donc typiquement, sur un éditeur de presse, on va lui livrer la civilité ainsi que l'adresse mail qui vont lui permettre d'envoyer le PDF ou qui vont lui permettre de télécharger aux jeunes le contenu auquel il a acheté. Mais on ne donne pas de données qui soient extra par rapport à l'exécution de la prestation. Donc ça, c'est la deuxième source de financement. La troisième financement, c'est les partenariats. Donc pour ouvrir un compte Pass Culture, il va falloir un compte de monnaie électronique. Parce qu'il faut qu'on puisse sécuriser la consommation des 500 €, il faut qu'on puisse identifier le jeune, s'assurer que c'est bien un tel ou un tel et qu'il a bien 18 ans. Donc il y a une chaîne de vérification d'identité. Donc il va falloir envoyer une pièce d'identité qui sera donc scannée et prise avec l'appareil photo du smartphone et qui sera vérifiée en bout de chaîne. Donc on a besoin de partenaires bancaires qui vont permettre de gérer ce flux. Et donc là, la négociation et les intérêts et les marques d'intérêt très fortes qu'on a reçues des partenaires bancaires, c'est que toutes les banques ont aujourd'hui des programmes d'acquisition de recrutement de nouveaux clients, par définition, puisque le compte bancaire est quelque chose d'extrêmement fidélisant. Et donc, on a aujourd'hui, chez beaucoup d'opérateurs, des offres où, si vous ouvrez un compte à 18 ans, on vous met déjà 80 ou 100 € sur le compte en banque. Ça, c'est le bénéficiaire, plus les coûts publicitaires de toucher la cible et les coûts de gestion.
Donc on peut espérer, alors là il ne s'agit pas vraiment d'un compte bancaire, parce qu'il s'agit d'un compte de monnaie électronique, donc qui est une version un petit peu moins fidélisante, mais on peut estimer, les conversations qu'on a font état d'un intérêt entre 60 et 100 euros par compte de monnaie électronique ouvert. Et donc là, on a potentiellement, je dirais, 20% du pass qui serait financé par des partenaires. Et puis, last but not least, le dernier point, évidemment, l'argent public qui va financer une partie du modèle. L'intérêt de l'expérimentation, c'est aussi, comme vous avez compris, qui va démarrer bientôt, c'est de vérifier, de voir quelle va être la consommation réelle des jeunes avec des offres qui vont coûter rien puisqu'elles ont été gratuites. Donc si un jeune consomme essentiellement des offres numériques, sachant qu'on a mis des capacités, des plafonds maximum, mais si on veut dire un jeune consomme essentiellement des offres numériques ou des offres qui sont très fortement sponsorisées ou subventionnées par les opérateurs, et ben, le pass coûte quasiment rien. En sens inverse, si le jeune se tourne massivement vers de la pratique artistique ou de la consommation dans le secteur public, qui, elle, est beaucoup plus fortement subventionnée, le pass coûtera plus. Donc l'argent public sera le volet qui permettra, je dirais, de faire tourner l'ensemble du système. Et donc, à la cible, une fois qu'on a passé la logique d'expérimentation, on a bien 4 piliers pour financer le coût du pass culture. Voilà pour les grandes tendances et les fondamentaux du pass. Si vous le voulez bien, nous allons vous faire une petite démonstration de l'outil, puisque c'est ce qui vous permettra aussi de mieux voir de quoi il s'agit. Comme ça a été indiqué à l'instant par Frédéric Jousset, l'ensemble des paramètres de cette application, de son modèle, sont destinés à évoluer dans le temps. Voilà, on est vraiment dans le lancement de quelque chose d'innovant, donc par définition, l'innovation ne peut pas se mettre en équation. On sait simplement que voilà, tous les facteurs sont réunis pour que ça puisse fonctionner. Mais il est très probable qu'au fur et à mesure de l'expérimentation, on modifie, on incrémente, on améliore évidemment l'application, comme ça se fait dans tout type de projet de ce type, au plan numérique. Alors, on va vous montrer ici, donc ça va être ici, voilà, la façon dont le jeune découvre en fait son application. Donc vous le découvrez avec lui. Donc vous avez l'écran du téléphone portable. Et vous avez donc, une fois que vous entrez sur cette application, comme sur toute application, vous créez votre identifiant avec le département de résidence, l'adresse email et puis un mot de passe. Évidemment, vous validez les CGU. Au moment où le jeune reçoit son pass, on a d'ores et déjà 500 bêta-testeurs, donc 500 jeunes qui ont ce pass depuis maintenant 6 mois. Ce sont d'ailleurs les jeunes qui ont aidé à construire cette interface que nous vous montrons. Donc il y a eu des laboratoires qui ont été faits dans les départements thèse, dans les 5 départements, et qui ont permis de dessiner cette interface, qu'on a voulu la plus simple possible. Donc l'activation se fera avec une vérification de l'identité du jeune, ça c'est important, à partir du moment où le pass sera crédité des 500 € de pouvoir d'achat. Donc à partir du lancement de l'expérimentation, au 1er février prochain, les 10 000 jeunes de la première vague d'expérimentation seront rencontrés, voilà, ils viendront rencontrer les équipes du Pass Culture pour activer leur pass. Donc on vérifie que ce sont bien des jeunes français ou résidents, qu'ils ont leur papier d'identité et ensuite on crée, on leur ouvre l'application. Donc ils créent ce qu'on vient de dire, donc et une fois qu'ils ont leur adresse mail et leur mot de passe, ils se connectent. Je passe sur le tout petit didacticiel qu'on va certainement enlever d'ailleurs parce qu'on a voulu que l'application soit utilisable sans mode d'emploi de façon extrêmement simple. Alors ce que vous voyez apparaître ici, et vous pouvez faire défiler ces petites cartes mystères, ce sont des offres. Vous voyez qu'elles sont géolocalisées, vous avez la distance ici, celle-ci est à 5 km. Et comme vous reconnaissez certainement l'iconographie, vous pouvez imaginer qu'il s'agit du musée d'Orsay. Alors c'est un émulateur, donc quand je vous dis c'est géolocalisé, ici on est sur un démonstrateur. Donc ces cartes mystères ont été conçues avec les jeunes. On s'est rendu compte que si on mettait le mot musée, ça pouvait pour certains avoir un effet répulsif, on le regrette tous évidemment, mais voilà. Donc
Ici, par contre, voilà, il y a un dinosaure en plus sur un tableau de Millet, ça peut interpeller. Et le jeune va cliquer dessus, il va se dire, ah, bah, tiens, c'est une visite nocturne du musée d'Orsay. Nocturne, ça marche très bien chez les jeunes, évidemment. Donc, on peut se dire que peut-être qu'il va concrétiser cette curiosité, vouloir satisfaire sa curiosité. Il a le prix qui s'affiche ici. Il a aussi ici sur la gauche la jauge de son pass, donc il sait qu'il lui reste que 476 € à dépenser. Il peut mettre cette fiche dans ses préférences, ou il peut aussi la partager sur les réseaux sociaux avec ses amis, ou tout simplement il peut le dire j'y vais. Donc s'il y va, il choisit sa date, donc, par exemple le 18 septembre, l'heure, il voit ce que ça lui coûte, puisque c'est une visite qui est organisée spécialement pour lui avec un guide. Il fait sa réservation, et là vous voyez que la réservation est faite. Donc il a un code alphanumérique à 6 chiffres, comme pour prendre le train, et donc il va venir avec son téléphone portable et ce code de réservation au musée, et il va rentrer au musée avec ceci. Donc il n'y a pas d'autre formalité. Il peut aussi voir où il en est de ses réservations. Ici, voilà, donc il a aussi réservé pour un spectacle ou pour une autre exposition. Dans son profil, on lui permet aussi de faire une recherche en direct. S'il veut par exemple prendre un abonnement à Canal+, il tape les premières lettres et l'offre de Canal+ apparaît. Et puis comme il a tapé Cana, il y a aussi une exposition Canaletto qui apparaît. Donc il y a aussi un moteur de recherche. Et puis il y a également des filtres. Donc soit le jeune ne sait pas du tout ce qu'il a envie de faire, et donc il a ces petites cartes mystères qui apparaissent, soit il en a une envie très précise de ce qu'il veut faire, soit il sait qu'il veut faire quelque chose tout de suite, ou demain, ou après-demain, ou dans un rayon géographique déterminé, et les filtres vont lui permettre de naviguer. Il y a enfin les filtres thématiques, qui apparaissent aussi à la première page de son application, et là aussi, plutôt que de mettre des noms de monuments, musées, librairies, on a plutôt voulu répondre à des émotions. Est-ce qu'il a envie de sortir, d'applaudir des artistes? Est-ce qu'il a envie de faire des découvertes? Est-ce qu'il a envie d'écouter de la musique ou des textes? Est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce qu'il a envie de pratiquer? Puisque la pratique artistique est évidemment éligible. En fonction de ces entrées thématiques, il va pouvoir aussi accéder directement à des propositions. Donc voilà pour l'instant ce qui est développé dans l'application, ce qui est mis en production et ce qui va être rendu accessible aux 10 000 jeunes qui vont constituer la première vague d'expérimentation. Donc ça, c'est l'interface pour les jeunes. Il y a la même chose pour les offreurs, puisqu'on est une place de marché, on est une place de village aussi, une place publique. Donc on a d'un côté la demande et de l'autre côté l'offre. Et nous sommes l'application qui permet d'organiser la rencontre entre l'offre et la demande sur des territoires donnés. Donc sur la plateforme professionnelle, on a voulu aussi que ce soit le plus simple possible, qu'il y ait le moins de clics possible pour s'enregistrer. On est dans un système d'auto-référencement, d'auto-enregistrement. Et donc non seulement un théâtre, une librairie, une salle de spectacle va pouvoir s'enregistrer elle-même, mais lorsqu'elle va vouloir mettre des offres, des propositions culturelles, elle va pouvoir aussi choisir la façon dont elle veut que ces offres soient présentées. L'iconographie, le texte d'accompagnement. On va aussi apporter du service à ces structures pour les encourager à utiliser un vocabulaire, un langage qui soit celui des jeunes générations. Parfois, elles n'ont pas besoin de nous quand ce sont des grandes structures, quand c'est le Louvre, quand ce sont des grands musées, des grands théâtres, ils savent, ils ont des services de relations avec le public. Quand ce sont des petites salles de cinéma ou des petites structures associatives, parfois elles ont des difficultés à manipuler les outils du numérique. Ça peut être des simples connaissances techniques qui leur manquent ou simplement les codes pour parler à ces jeunes générations. Les équipes du PASS sont elles-mêmes très jeunes. Là, vous avez les plus vieux autour de la table, hein, mais donc on a des développeurs, une dizaine de développeurs et une dizaine de chargés de mission territoriaux. Et on vous garantit qu'ils ont plutôt entre 20 et 30 ans. Et donc, ils sont très proches des populations avec lesquelles on va interagir. Donc, c'est assez facile de créer un compte également. Hein, donc, je vais peut-être aller assez vite. Mais voilà, vous voyez que c'est assez facile. Et quand vous avez donc un nouveau lieu à enregistrer,
Vous rentrez le numéro SIRET, le nom, vous pouvez choisir votre logo, voilà, les horaires d'ouverture si c'est nécessaire. Et puis ensuite, vous créez votre lieu. Et ensuite, vous pouvez créer une offre ou importer des offres qui existent déjà. Donc, on a évidemment, dans l'idée et même dans l'exécution d'ores et déjà, on va récupérer de façon la plus automatique possible toutes les offres qui existent. Il ne s'agit pas évidemment que chaque libraire rentre, chaque livre qui rentre dans sa librairie, évidemment, dans son stock. Donc on a un accord par exemple avec TiteLive, qui est d'ailleurs fait, ça y est, pour incrémenter de façon automatique toutes les bases de données des livres qui sortent chaque semaine dans toutes les librairies et d'avoir aussi le niveau des stocks dans chaque librairie. Donc ça va quand même assez loin. De la même façon que dès qu'un film sort en salle de cinéma, on aura tous les couples films-salles qui vont être automatiquement enregistrés dans les bases de données du Pass Culture. Donc voilà à peu près, je ne rentre pas plus dans les détails parce que ce n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas on sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Ces offres, une fois qu'elles sont rentrées, enfin une fois que l'offreur s'est enregistré, il y a quand même un processus de validation, parce qu'évidemment il ne s'agit pas non plus d'accueillir n'importe qui sans vérification sur le Pass Culture. Là je parle des structures qui organisent des événements. Donc l'enregistrement se fait, c'est un autoréférencement, mais évidemment sous contrôle, sous un processus de validation qui est fait aujourd'hui par l'équipe du Pass, donc au niveau national, sachant qu'on a 5 représentants dans les 5 départements d'expérimentation. Et là aussi, on essaie d'utiliser des systèmes les plus automatisés possibles pour que, dès lors que le SIRET correspond à l'activité, on puisse aller plus vite que lorsqu'on a des numéros plus étranges par rapport au périmètre culturel. Et une fois que la structure est validée, là par contre, elle va pouvoir envoyer de façon automatique les offres sans validation. Il est très possible que à la fois ces mécanismes d'enregistrement, d'activation, à la fois des jeunes et des offreurs culturels, se fassent à terme de façon largement déconcentrée, voire décentralisée. En tout cas, avec un partenariat entre les DRAC et les régions. Aujourd'hui, on est sur de l'expérimentation, donc les 5 départements. On met les moyens nécessaires, les moyens humains. Donc on a 2 personnes par département. Une fois que le pass sera élargi aux 100 départements, évidemment, on ne va pas recruter 200 personnes. Donc on aura un système qui, évidemment, reposera beaucoup sur le partenariat entre l'État et les collectivités locales. Au niveau régional, puisque c'est un niveau pertinent pour certains domaines culturels, voire au niveau aussi des métropoles, des villes, des intercommunalités, lorsque on est par exemple sur le spectacle vivant, voilà, en fonction des secteurs d'activité. On peut à terme imaginer que même la présentation du pass à terme soit même encore plus régionalisée dans son approche. Là, d'ores et déjà, vous voyez qu'elle est géolocalisée. Et donc le jeune qui va être dans le Finistère ou dans le Bas-Rhin ou en Guyane ne verra évidemment pas apparaître en priorité les mêmes offres. J'ajoute que, et ça c'est un sujet d'avenir qui n'est pas encore traité, mais qu'on souhaite traiter, je pense que je réponds par avance à une question, la façon dont les offres vont apparaître, au-delà des propositions qui sont faites dans les fameuses cartes mystères, mais même celles-ci vont dépendre aussi des préférences des jeunes qui pourront indiquer quand ils s'enregistrent, et aussi du pas de côté qu'on veut leur faire en leur proposant des choses qui justement les font sortir de leur zone de confort. Et je dirais que c'est presque ça l'essentiel du Pass Culture, c'est justement d'emmener les jeunes non seulement vers la culture, mais aussi à une exploration de la culture dans toute sa diversité. Voilà, d'essayer de sortir de leurs horizons habituels, leur proposer des choses nouvelles. Ça peut être simplement d'assister à des spectacles, ça peut même faire une pratique, une pratique artistique, de franchir le pas, de suivre des rêves qui n'ont pas forcément eu l'occasion ou les moyens de concrétiser, et de les accompagner dans ce processus en mobilisant tous nos experts. Donc il n'y a pas que de l'algorithmie, il y en aura, et on veut qu'elle soit intelligente et pertinente, qu'elle ne soit pas commerciale, qu'elle soit vraiment qualitative, et puis aussi de la prescription par les conservateurs de musées, les libraires, les programmeurs de salles de cinéma, ou les pairs, c'est-à-dire les jeunes eux-mêmes. Voilà. Et alors on a aussi évidemment une réflexion sur les seuils et les plafonds. Un petit mot peut-être sur le fait qu'il y a des passes qui existent dans les autres régions
dans les régions, pardon, il y a des passes autres que le pass culture qui existent dans les régions, au niveau de villes, de métropoles ou de régions. Évidemment, on regarde ces passes. On essaie d'ailleurs de prendre en compte les meilleures pratiques, de profiter de l'expérience des collectivités en ce domaine. Et aussi, l'idée, c'est d'interfacer ces passes, chacun en respectant les qualités propres et les périmètres de chacun de ces passes, mais d'essayer d'avoir des technologies interopérables, y compris pour faciliter la vie des offreurs. Voilà. Sur le périmètre, Frédéric, je sais, on a parlé. Donc, on est sur le périmètre du ministère de la Culture, on est sur un périmètre large. Donc, Madame la Vice-Présidente, effectivement, on intègre le jeu vidéo, comme vous le disiez tout à l'heure. On va soumettre au prochain comité d'orientation, le 21 décembre, notre doctrine sur l'offre pour faire valider cette doctrine. Voilà. Donc, à chaque fois, on a essayé de prendre en compte les critères, y compris sur le périmètre, qui existent dans les différentes politiques culturelles. Voilà. Puisque notre idée, ce n'est pas de dire, voilà, nous savons ce que c'est que la culture, c'est au contraire de dire on est très humble. La culture, ça fait l'objet de débats, parfois depuis plusieurs siècles. Il y a eu un débat sur le cinéma. Est-ce que le cinéma est un art? Oui, finalement, c'est un art. Au départ, il y avait un doute. Même le théâtre, au départ, il y avait un doute. Est-ce que le théâtre, c'est vraiment de l'art ou pas? Ou du divertissement? Aujourd'hui, le débat est sur le jeu vidéo. Est-ce que c'est un art ou pas? Et puis maintenant, c'est la réalité virtuelle, voilà, etc. Donc nous, on se contente, j'allais dire, de se couler dans les définitions et les débats qui existent et de ne surtout pas de recréer de la polémique, c'est vraiment pas l'objet. Voilà, on aura certainement des questions à ce sujet. On va passer aux questions si vous voulez bien. Et on a 700 offreurs qui sont prêts. Bon, on va en terminer là. Merci beaucoup pour cette présentation stratégique, graphique et ergonomique. Ça fait du bien de pouvoir avoir ce genre de support. Merci de l'avoir préparé. Nous allons passer aux questions. On a une 40aine de questions. Donc c'est beaucoup, vous êtes très intéressés par le pass culture. Ce que je vous propose, c'est que l'on puisse réduire le temps pour que chacun ait l'occasion de pouvoir le poser. Donc si on peut s'approcher des 1 minute, ce serait vraiment, vraiment bien pour que l'ensemble puisse poser ses questions. On va commencer avec une question de Madame Béatrice Piron. Je vous remercie pour le travail déjà accompli pour mettre en place le pass culture, dont l'expérimentation commence bientôt, mais aussi pour cette présentation, et j'en profite pour dire que ces présentations visuelles sont très rares ici à l'Assemblée nationale, mais apportent beaucoup de mon point de vue. Je m'interroge sur la manière dont les députés peuvent contribuer à vous aider pour la bonne mise en œuvre de ce programme, notamment en termes de communication dans nos territoires et pourquoi pas une certaine forme de suivi ou d'évaluation du dispositif localement. Par exemple, il me paraît important que des offres locales existent bien, concrètement et de façon suffisamment diversifiée sur chaque territoire. À titre personnel, par exemple, je suis attachée à ce que l'on offre bien des offres variées sur ma circonscription, y compris sur les zones rurales, et qu'on évite de mettre en service avec des zones blanches. Je vous remercie pour la démonstration, mais je n'ai pas vu vraiment d'aspect cartographique. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité de visualiser sur une carte toutes les implantations et les offres, ou simplement une information sur la distance? Je vous remercie. Pardon, si on peut s'approcher d'1 minute, je suis désolée. 40 questions. La question était, à mon avis, à mon sens, comment les députés peuvent aider. Est-ce qu'il y a une approche cartographique? Enfin, pour moi, il y a eu déjà la question de poser. On va passer maintenant à Maud Petit, s'il vous plaît. Hein? Merci Madame la Présidente. Donc je vais faire rapidement, excusez-moi messieurs. Mon premier point interrogatif concerne le département de la Guyane, qui est choisi en fait avec 4 autres pour faire partie de cette première phase d'expérimentation. Je me réjouis de l'inclusion des Outre-mer d'ailleurs dans cette première phase. Alors je voudrais vous questionner sur la spécificité du territoire par rapport à la mise en place du pass culture. Je pense notamment aux difficultés d'accès à la 4G.
aux difficultés de mobilité aussi qui peuvent être rencontrées par les jeunes Guyanais. Donc, quelles sont les solutions qui ont été imaginées pour accompagner cette mise en place en tenant compte des spécificités du territoire? Et puis, mon second point concerne la volonté de mise en lumière de la richesse de l'offre culturelle pour que les jeunes puissent découvrir de nouveaux contenus. Le ministre indiquait vouloir éditorialiser les contenus en faisant, par exemple, en mettant par exemple en avant les films d'auteur. Donc, comment s'assurer que l'éditorialisation de cette offre ne créerait pas une inégalité entre les grosses et les petites structures qui ne disposent pas des mêmes moyens pour se référencer? Merci. Merci à vous. Nous passons maintenant à Madame Frédérique Meunier. Oui, merci. L'expérimentation a pris du retard. Elle devait débuter cet automne et elle ne commencera qu'en février prochain. Nous croyons comprendre que ce retard est pris pour la bonne cause, c'est-à-dire pour assurer une variété de profils de jeunes testeurs et une diversité de l'offre culturelle. Où en êtes-vous à ce stade sur le contenu et sa tarification? Surtout, quelle place réservez-vous aux plateformes dans le cadre du PASS? Envisagez-vous des plafonds pour éviter que les jeunes ne consomment tout leur crédit sur l'offre numérique, de surcroît sur des plateformes qui ne participent actuellement que très peu au financement de la création en France? Merci. Merci à vous. Madame Frédérique Dumas n'en est pas là. Nous passons à Monsieur Larive. Oui, Madame la Présidente, nous ne cessons d'alerter le gouvernement quant aux effets néfastes de la mise en place du Pass Culture. Le Pass Culture acte la marchandisation de la culture. Or, la culture n'est pas un bien marchand comme les autres. C'est la logique de l'exception culturelle française. Cependant, c'est vrai que le Pass Culture profitera bien à ceux qui maîtrisent les codes pour leur permettre d'accéder aux biens culturels. En cela, l'instauration du Pass Culture sera une mesure discriminatoire et élitiste, le symbole de l'individualisation de la culture. Le Pass Culture sera dans les faits le meilleur rempart à la démocratisation de la culture. Il ne permettra pas la construction du lien social consécutif à l'action sociale, à l'action culturelle, pardon. À cela s'ajoute notre crainte que l'argent du Pass Culture ne finance majoritairement les distributeurs de grande taille comme les GAFAM. Finalement, cette mesure reflète votre vision de la politique culturelle. Vous placez le mécénat au centre de vos politiques, de vos intentions. Et le Pass Culture, financé en majeure partie par le secteur privé, en est l'illustration parfaite. En Italie, le bonus culturel devrait vous faire réfléchir. 40% des jeunes ne l'ont pas utilisé ces 500 €. Ceux qui ont profité du bonus Cultura sont très majoritairement les gros éditeurs. Et finalement, un marché noir est apparu, favorisant l'achat à prix réduit des chèques distribués. Bon, allez, moi j'y vais parce que là... Pour le groupe UAI, Madame Descamps. Merci, Monsieur José, pour votre présentation. Mettre à disposition une application sans médiation et sans préparation risque, me semble-t-il, et malheureusement, d'aboutir à un simple effet d'annonce. La fracture culturelle n'étant pas simplement financière, vous le savez. N'est-ce pas le moment charnière pour le rôle de la médiation culturelle, clé d'écoute pour la musique par exemple, ou encore une nouvelle définition du rôle des DRAC que vous avez cité? Le souci de porter la culture à chaque jeune sur tout le territoire de manière égale et particulièrement louable. Ne croyez-vous pas cependant que le PASS n'atteindra son objectif que lorsque préalablement les moyens seront donnés aux écoles et aux petites communes pour y amener les plus jeunes? Merci Madame Descamps. Madame Victory, s'il vous plaît. Madame Descamps, est-ce que vous pouvez juste fermer votre micro, s'il vous plaît? Je vous prie. Merci. Oui, c'est une question sur ce que vous avez appelé la démocratisation culturelle. Ça reprend d'ailleurs un peu la question que la collègue vient juste de poser. Comment amène-t-on des jeunes à découvrir des horizons nouveaux et des champs culturels qui ne sont pas les leurs a priori? On a parlé du spectacle vivant, mais il y a la musique ou toutes ces choses-là où on sait que les propositions peuvent être très éloignées les unes des autres et où l'on sait que les jeunes ont tendance, et vous l'avez dit, à rester dans leur zone de confort. Donc comment fait-on si nous suivons leurs préférences et leurs pratiques classiques et habituelles? Donc je ne suis pas sûre d'avoir compris comment ce Pass Culture allait aider à atteindre cet objectif. J'entends bien l'idée générale, mais je ne suis pas sûre de comprendre comment cela va vraiment changer foncièrement un égal accès à la culture. Je vous remercie. Merci Madame Victory. Madame Buffet, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Une pensée pour le président Studer que j'entendais ce matin à la radio parler de Strasbourg. Stimuler la demande au lieu de l'offre exige, pour aller vers une véritable démocratisation, une offre de qualité et une offre accompagnée.
J'ai deux questions. D'abord sur le financement. Je vais prendre un exemple très précis que vous avez abordé. La question de l'accès à l'abonnement, par exemple, à des journaux. Il y a un problème de pluralisme parce que certains journaux ne pourront pas supporter, s'ils ne sont pas eux-mêmes remboursés, des abonnements fournis, ce que vous avez expliqué. Donc, est-ce que ça ne va pas favoriser les grands groupes au niveau des groupes de presse? Deuxièmement, sur l'offre, le contenu. Comment garantir que le maximum de structures culturelles et d'événements culturels soient recensés, même les plus petits? Comment se fait ce travail de veille culturelle? Comment faire du pass culturel une chance pour la création également? Et vous avez parlé d'un contrôle, un moment. Sur quels critères allez-vous effectuer ce contrôle au niveau de l'offre? Merci Madame Buffet. Madame Thill. Merci Madame la Présidente. Ce projet promesse de campagne, ça marche? Oui. Du président de la République est un élément essentiel de notre politique pour la jeunesse. Et en ma qualité d'ancienne directrice d'école, je sais à quel point l'accès à la culture aide au développement de nos enfants. Vous comprendrez donc que je suis pleinement favorable à sa mise en place. Pouvez-vous revenir sur les critères, je passe directement à la question, sur les critères et modalités de son utilisation et des éventuelles restrictions à son utilisation et comment les géants de la tech, les GAFA et alliés, sont-ils ou ne sont-ils pas associés au pass culture? Je vous remercie. Merci Madame Thill, merci à tous d'avoir veillé à respecter la minute de questions. Alors c'est à vous messieurs de pouvoir y répondre. On va répondre ensemble au nom de l'équipe. Alors, il y a un certain nombre de questions, je dirais simples, parce que là, les réponses sont quelques chiffres. Donc, il y a un plafond qui est prévu de 200 € sur les dépenses numériques sur les plateformes. Donc, on ne peut pas consommer 500 € que sur du numérique. Sur la question plus spécifique de la presse, il n'y a pas d'inégalité, puisqu'en fait, la presse sera en numérique. Donc, elle n'a pas de coût. La différence de la musique numérique a un coût, parce qu'il faut payer les ayants droit. Donc, quand on met un abonnement Deezer ou Spotify sur une plateforme, même si on le met à coût zéro, parce que ça coûte rien de le mettre sur la plateforme, il faut quand même rembourser les droits d'auteur aux différents chanteurs. Dans la presse numérique, en sens inverse, il n'y a pas d'ayant droit, les journalistes étant déjà payés et le contrat emportant cession des droits sur le numérique. Donc, il n'y a pas d'inégalité entre les offreurs, quelle que soit leur taille. En sens inverse, on opère dans le cadre des réglementations européennes et la règle des minimis. Et pour tous les acteurs qui sont dans le champ concurrentiel, et c'est le cas de beaucoup d'entre eux, Bruxelles interdit que l'on subventionne, ce qui ferait une distorsion de concurrence par rapport à d'autres acteurs européens. Donc c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'offreurs sont invités à venir dans le pass, mais en gratuité, parce qu'au titre de la réglementation européenne, on ne sait pas les payer. Sur les plateformes et sur comment est-ce qu'on fait faire ce pas de côté, l'idée c'est justement ici d'utiliser le meilleur de l'intelligence artificielle pour faire l'inverse de ce que fait Amazon. Amazon, vous achetez roman policier, roman policier, roman policier. Amazon vous propose roman policier parce qu'on en déduit que c'est ça que vous aimez. Nous, vous achetez roman policier 3 fois et la 4e fois on vous propose un théâtre, un film policier, le musée de la police. Et donc c'est comme ça par l'algorithme qu'on va essayer de vous faire quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Sur l'exemple italien, le député est parti, mais on a vraiment bien analysé. Effectivement, il y a eu d'abord un cas de non-consommation important. On l'a dit, ça fait partie aussi du modèle économique du pass. On ne veut pas postuler le fait qu'une politique publique par défaut ne va pas marcher, mais on sait que ce système qui donne un avantage n'est jamais consommé à 100%. Donc c'est inhérent à ce type de système. En sens inverse, la fraude, le bonus cultura italien était un système physique, alors que nous, c'est un système numérique. Et du coup, de ce point de vue-là, on pense qu'il y aura forcément des cas de fraude, il y en a sur toutes les plateformes, mais on arrivera à des taux de fraude qui seront de l'ordre de quelques pourcents maximum. Sur l'inégalité entre les structures, je dirais le pass culture, on est dans une logique d'expérimentation. On va tenter quelque chose qui n'a jamais été fait. Le pass culture n'est pas un coup de baguette magique. Donc le pass culture ne va pas, je dirais, donner des moyens à des petites structures du jour au lendemain d'embaucher des personnes pour gérer l'éditorialisation. Le pass culture ne va pas créer des offres par magie dans les territoires où il n'y a quasiment rien. En revanche,
pour les territoires les plus éloignés de la République, justement, ces offres numériques permettent de mettre tous les citoyens à égalité. Mais c'est vrai qu'il y a certains territoires où il y a le problème du transport qui sera plus prégnant que dans les grandes villes. Il y a une version web qui est prévue quand la 4G ne marche pas. Donc il y a une version web informatique, je dirais, qui permet de rattraper par un ordinateur tous les avantages du pass, donc pour les régions qui sont le moins couvertes en termes de densité. Est-ce que vous voulez compléter ? Merci Frédéric. Peut-être sur la communication, en remerciant Madame la députée d'avoir fait cette offre presque de service pour aider à la communication du pass. Effectivement, on est dans un service public, on n'est pas dans une application commerciale, donc il n'y aura pas des budgets marketing faramineux pour faire connaître l'application. Donc on essaie d'utiliser tous les leviers possibles, à commencer par le bouche à oreille, à commencer par le travail avec les jeunes eux-mêmes, puisque c'est fait pour eux, donc c'est co-construit avec eux, et c'est logique aussi qu'eux-mêmes nous aident à porter la bonne parole, entre guillemets, et donc à faire connaître le pass autour d'eux. Mais effectivement, toutes les bonnes volontés sont vraiment les bienvenues pour nous donner des idées, pour organiser avec nous des tables rondes, des conférences, des ateliers. Il y a des ateliers qui se déroulent aujourd'hui même, demain. On parlait de la Guyane, donc on a une chargée de mission qui est en train de sillonner la Guyane, qui va jusqu'à Papaicheton, qui va vraiment au plus profond, en pirogue, dans des lieux très peu connus et mis en valeur. Donc c'est à travers ce pass culture, on aura une cartographie, le mot a été cité tout à l'heure, donc effectivement on a une cartographie qu'on peut vous montrer, qui est avec des petits points qui qualifient, peut-être Céline peut montrer, juste vous montrer cette carte, voilà, avec, vous voyez tous les points qualifient des offres culturelles, et la couleur, eh bien elle dépend du degré de contact que nous avons avec ces structures, si ces structures sont enregistrées dans le pass, si elles ont été sensibilisées, s'il y a eu des échanges avec elles, et on fait ça sur l'ensemble des territoires. Donc on veut vraiment effectivement être très fin dans le maillage. Sur les salles de cinéma, on fait un partenariat avec l'organisme qui nous permet d'avoir des remontées d'informations sur les plus petites salles des territoires des zones rurales. Sur la Guyane aussi, où la question effectivement de l'accès peut être compliquée, l'offre numérique, elle est là aussi justement pour apporter, comme pour les Français de l'étranger d'ailleurs aussi, pour leur apporter par ce biais-là un maximum de contenu culturel. L'offre numérique, c'est certes les abonnements à des offres, on va dire, commerciales, privées, mais c'est aussi tout le service public audiovisuel. Et donc, nous sommes en train de recenser, alors non pas de manière exhaustive, ça n'a aucun sens, mais nous discutons avec France Télévisions, avec Radio France, toutes les antennes de Radio France, donc France Musique, autant que le Move ou France Culture, avec des sites de podcast aussi, avec Arte, pour que nous puissions référencer sur le pass et mettre en avant ce qui leur semble et nous semble être particulièrement parlant pour les jeunes. Ça peut être des sujets sur la Première Guerre mondiale, mais qui sont faits à travers un jeu vidéo ou de la réalité immersive ou de la réalité virtuelle. Avec Arte, par exemple, on a convenu qu'il y aurait tous les mois le parcours d'Arte. Voilà. Arte va faire une proposition de parcours qui comprendra à la fois des programmes d'Arte, mais aussi des expositions, des concerts, des spectacles, et qui pourra varier selon les territoires. Et donc tout ça, c'est concours, comme disait Frédéric à l'instant, à sortir, voilà, à aider le jeune à découvrir des choses nouvelles dont il n'a pas forcément connaissance, voilà, élargir ses horizons tout simplement. Merci messieurs. Merci d'avoir cité les médias et services publics comme part de la culture. On va passer à une autre série de questions, une douzaine de questions. Monsieur Bertha, s'il vous plaît. Oui, merci. Et merci pour effectivement ouvrir de nouveaux horizons culturels à notre jeunesse. Bon, à condition d'éviter les accueils habituels, c'est-à-dire le consumérisme. Et puis, ce que à titre personnel, je souhaite voir favoriser, c'est-à-dire le spectacle vivant et ce que j'appelle plus classiquement la culture vivante. Je n'ai pas vu mentionner quelque chose qui m'est très cher, et ça finit par se savoir ici, c'est-à-dire tout ce qui concerne la culture scientifique, technologique et l'ouverture au monde de l'environnement. Vous avez cité le périmètre du ministère de la Culture, donc forcément je m'inquiète, puisque ce que je viens de citer n'a rien à faire avec le ministère de la Culture, c'est comme ça dans notre pays, ça dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et je voulais savoir ce que vous envisagez dans ce secteur-là. Je ne suis pas complètement inintéressé en tant que créateur de l'école de l'ADN et de son réseau d'une douzaine d'écoles, parce qu'on aimerait bien peut-être pouvoir participer à ce genre d'action. Merci. Merci Monsieur Bertha. On prendra plusieurs questions et on fera les réponses si vous voulez bien après. Madame Emmanuelle Antoine, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, monsieur, moi je voudrais vous interroger sur la généralisation du pass culture.
Le dispositif devait à l'origine être généralisé en 2019. Or, les moyens qui lui sont consacrés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 ne permettent pas cette généralisation. En effet, les 20% à la charge de l'État de financement du PASS, une fois généralisés, représentent une charge de 100 millions d'euros environ. Or, pour 2019, seuls 34 millions d'euros sont prévus, d'où cette question essentielle. Quand est-ce que le Pass Culture sera-t-il finalement généralisé? Je vous remercie. Merci Madame Antoine. Madame Cathy Racon-Bouzon. Oui, bonjour, merci. Vous avez évoqué l'un des piliers du financement du Pass Culture, le financement par des partenaires privés, construit sur la base de partenariats d'images. Serait-il envisageable, en parallèle, puisque ce n'est pas la même chose, d'envisager un appel au financement privé au titre du mécénat? Est-il prévu que le Pass Culture y soit éligible? Nous avons voté, lors de l'examen du projet de loi de finances, un amendement qui pourrait favoriser le don des TPE et PME, puisqu'il sera possible de déduire jusqu'à 10 000 euros au titre du mécénat. J'y vois une formidable opportunité de développer le mécénat de proximité, de renforcer la dimension territoriale de ce Pass Culture, de cette place publique, comme vous l'avez appelé, et de permettre aux entreprises ou aux acteurs locaux de contribuer à développer l'accès à la culture des jeunes de leur région. Je vous remercie. Merci Madame Racon-Bouzon. Nous passons maintenant à Madame Georges-Paul Langevin, s'il vous plaît. Oui, merci. Comme certains de mes collègues, je me préoccupe du fait de savoir comment on va développer la curiosité culturelle des jeunes, puisque là, vous avez décrit l'outil qui, manifestement, est très moderne et assez bien fait. Mais tout le problème est qu'on a vu dans l'exemple notamment italien que les jeunes, pour autant, même si on leur donnait, on finançait, n'avaient pas forcément envie d'aller au théâtre, au cinéma ou dans les musées. Donc il y a un accompagnement, me semble-t-il, humain à faire pour qu'ils puissent utiliser cela. Et par ailleurs, on a vu aussi dans l'exemple italien qu'il y avait une possibilité de marché noir, si j'ose dire. Et comment allons-nous faire pour éviter cela? Merci Madame Paul Langevin. Nous passons maintenant à Monsieur Sor. Merci Madame la Présidente. Deux questions très rapides. La première très pragmatique. Ce Pass Culture s'adresse bien uniquement aux jeunes qui ont 18 ans dans l'année en cours. Deuxième question. Vous avez très vraisemblablement eu des liens avec les collectivités territoriales locales qui ont compétence sur la couverture numérique, sur les mobilités. Quel est l'accueil que vous avez reçu par rapport à ce Pass Culture et comment est-ce que ces collectivités vont-elles être associées au développement et à l'enrichissement de l'offre? Merci à vous. Merci Monsieur Sor. Madame Constance Le Grip, s'il vous plaît. Non. Alors, vous pouvez passer la parole à Anne Genevard. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames, Messieurs pour cette présentation. Chaque fois qu'il y a une campagne présidentielle, il faut un grand projet culturel. Le grand projet culturel du Président de la République, c'est le Pass Culture. C'est donc à dire l'importance de ce projet. Il porte finalement l'ambition culturelle d'un quinquennat. Il est fondé sur une approche qui va à l'inverse de tout presque de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire peser non pas sur la demande, mais sur l'offre. La culture, ça a été pendant des décennies une politique de l'offre. Et on s'est efforcé, les pouvoirs publics s'efforçant de faciliter l'accès à l'offre. Là, le Pass Culture, il propose d'aller sur la demande, de peser sur la demande. C'est pas une petite ambition. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur ce Pass. Moi qui suis entrée dans la vie publique par la culture, je ne veux pas faire de procès d'intention à cette ambition, parce que en matière de culture, il faut tenter avant de dire ça n'est pas possible. Néanmoins, vous voyez bien qu'un certain nombre d'interrogations se posent, notamment sur le fait que on veut emmener les jeunes là où ils n'iraient pas assez spontanément. Donc, la question que je vais vous poser, elle anticipe un peu les choses. Est-ce que vous vous êtes déjà fixé des critères selon lesquels cette opération du Pass Culture peut être considérée comme réussie, ou quels sont les écueils qui, pour vous, rendraient ce Pass Culture inopérant ou en tout cas insatisfaisant? Merci Madame Genevard. Alors, j'invite maintenant Madame Mette à prendre la parole. Merci bien. Alors, ma question va être très courte.
Monsieur Jousset, Monsieur le ministre de la Culture, qui était un des nôtres il y a peu de temps, a déclaré que nous évaluerons le dispositif vers l'automne 2019 et dès que nous serons prêts, nous le généraliserons. Ainsi, mes questions sont simples. Quelle va être votre méthode d'évaluation et à partir de quel moment ou quelle situation vous sentirez-vous prêt à le généraliser? Merci. Merci Madame Mette. Madame Anne Bruniera. Oui, merci Madame la Présidente. Il existe de nombreuses expériences de pass culture en France avec des formes différentes pour des publics et des tranches d'âge variées, par exemple à la métropole et à la ville de Lyon, dont je suis députée. Il existe un pass culture pour les étudiants depuis maintenant 20 ans, qui permet d'accéder à 4 spectacles vivants dans 97 lieux culturels partenaires pour un prix de 18 € cette année. Les bilans annuels montrent des freins spécifiques et depuis quelques années une augmentation de la non-utilisation de l'ensemble des coupons, mais vous en avez parlé, vous avez abordé ce sujet de la non-consommation partielle du pass culture. Moi, ma question est la suivante. Comment peut-on travailler les liens entre le pass culture dès 18 ans et les autres formes de pass culture existantes en France? Qu'est-il prévu en ce sens? Et puis une question subsidiaire, quelle évaluation avez-vous prévue? Sur quels critères? Je vous remercie. Merci Madame Bruniera. Madame Tolmont. Merci Madame la Présidente. J'avais eu l'occasion lors du débat sur le projet de loi de finances 2019 d'évoquer, d'émettre des doutes sur les résultats attendus en matière de démocratisation culturelle associée au pass culture, particulièrement en considérant l'échec du bonus cultura en Italie. Donc, expliquez-nous comment vous avez tiré les leçons de l'échec italien. Pensez-vous que l'éditorialisation du pass culture suffira à éviter qu'il ne se transforme seulement en un chèque cadeau marqué par une philosophie consumériste? En matière de financement, moi j'aimerais que vous nous apportiez davantage de précisions sur la manière dont sera utilisée l'enveloppe prévue au budget pour 2019, soit 34 millions. Et enfin, quels sont les indicateurs qui seront retenus pour l'évaluation de l'expérimentation quand elle arrivera à son terme? Je vous remercie. Merci Madame Tolmont. Monsieur Pascal Bois. Merci Madame la Présidente. Alors j'ai 2 questions. Une question qui est assez simple, qui est de tout simplement savoir si vous avez inscrit des partenariats et une forme de mutualisation concernant certaines régions qui ont déjà une forme de pass culture. Est-ce que vous avez eu des contacts avec elles et quel va être le traitement? Ma deuxième est plutôt sur l'aspect pratique d'ouverture avec ce pass culture, à savoir, pour moi, ça doit être la traduction de la diversité. Et je m'interroge simplement sur le fait que certaines propositions offrent sur un territoire, pour un jeune qui voudrait rentrer dans une école de musique, par exemple, prendre des cours d'art plastique ou de théâtre, les 500 € peuvent être vite atteints. Donc, est-ce qu'il y aura une méthode de plafond pour maintenir cette offre de diversité? Merci Monsieur Bois. On passe à la dernière question de cette session avec Madame Florence Provandier. Entendez ou pas? Merci. Merci Madame la Présidente. Merci infiniment pour cette présentation très très claire. Ma question sera courte, 3 petits points. Pourquoi attendre l'âge de 18 ans si l'on considère que l'adulte de demain se construit depuis son plus jeune âge et que l'art est un outil d'émancipation et d'égalité des chances? Ça, c'est ma première petite question. Celle qui va à côté, c'est 500 € d'un coup, ça peut être énorme. Et ne serait-il pas pertinent de prévoir un étalonnage justement en tenant compte aussi peut-être de tranches d'âge? Et enfin, et ça rejoint un certain nombre de questions qui ont été posées, quant à l'accompagnement, j'allais dire une application, c'est parfait, mais si on n'explique pas l'esprit du projet, si on accompagnement, on risque aussi... Les soft skills, ça vient en renfort de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est agile et le reste. Merci. Merci Madame Provandier. Alors à vous pour cette salve de questions. C'est parti. Alors, commencer la question sur les sciences. Les musées scientifiques font bien évidemment partie du PASS. Pour vous rassurer sur ce domaine-là, il n'y a pas de concurrence entre les formes de culture, on les intègre bien toutes. Sur la question sur
La médiation, l'idée du pass est effectivement quelque part pas de forcer, mais de stimuler les opérateurs culturels, publics ou privés, à éditorialiser. Parce que j'ai envie de dire, le Louvre, c'est déjà gratuit pour les gens qui ont 18 ans, et on voit qu'ils ont du mal à recruter des jeunes visiteurs. Donc le Louvre, qui est le sujet que je connais bien, va prévoir une programmation culturelle spécifique et une programmation éditoriale dans le pass pour donner envie aux consommateurs de venir visiter le musée. Et donc l'idée du pass, c'est de leur dire, c'est un outil, mais encore une fois, c'est un outil qui n'est pas magique. Si jamais vous ne faites pas des choses particulières, vous ne faites pas des choses spécifiques pour cette cible-là, ça n'est pas la simple gratuité qui va permettre de résoudre ce problème de démocratisation culturelle. Sur le pass, la consommation, effectivement, c'est pour les citoyens qui ont 18 ans et l'expérimentation va permettre de fixer si on permet un étalement de cette consommation. Donc on y accède à partir du moment où on a 18 ans et la question est de savoir si vous avez 1 an pour consommer la dotation ou si vous avez plus. On pense notamment aux élèves qui sont dans les programmes de formation à l'étranger et qui donc quitteraient le territoire national pendant un certain temps. On a commencé à 18 ans, ça ne veut pas dire que, encore une fois, le pass tel qu'il est proposé aujourd'hui, c'est un point d'entrée, ce n'est pas un point de sortie. L'application va s'enrichir, on va constater les usages, les pratiques, et donc, qu'est-ce que sera le pass dans 2, 3, 4 ans à la lumière des échanges et des retours d'expérience, justement, il sera forcément différent. Aujourd'hui, le choix de 18 ans, il est fait d'abord dans une logique d'autonomisation, il était quelque part dans une logique d'accompagnement aussi, d'accès à la citoyenneté. Et il y a des enjeux juridiques aussi et légaux, puisque les contenus, à partir du moment où ils sont accessibles pour les gens qui ont moins de 18 ans, doivent être filtrés avec des problèmes de modération qui sont plus compliqués. Donc je dirais, pour démarrer l'expérimentation, 18 ans, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais ça ne préjuge pas de ce qui pourrait être fait après, par la suite. Je vais peut-être passer la parole à Mathilde Ravanel sur il y a eu plusieurs questions sur le sujet de l'expérimentation et les critères de généralisation et sur la base de quoi on va décider ou constater que le pass est un succès. Donc évidemment, quand on lance une expérimentation, on lance une expérimentation pour justement voir si le produit qu'on propose réussit et atteint ses objectifs. Donc il faut se définir les objectifs ex ante et se donner une méthode d'évaluation avant. Donc nous avons 3 objectifs principaux sur le produit lui-même. C'est l'accès à la culture des jeunes, donc déjà qu'ils utilisent leur pass, que tous l'utilisent et pas seulement les jeunes dont on peut penser qu'ils ont déjà un bon accès à la culture, mais que vraiment toutes les catégories de jeunes l'utilisent, quelles que soient les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est qu'ils aient une pratique diversifiée. C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que, en effet, quelqu'un qui consomme du roman policier ne consomme pas que du roman policier ou qu'il ne consomme pas que du numérique. Et donc, c'est là la richesse du pass culture, c'est qu'on va avoir de la donnée très très riche sur les consommations des jeunes. Et donc, on pourra le voir, mais pas seulement à la fin de la consommation de 1 an. On pourra le voir au fur et à mesure pour chaque jeune. Et c'est comme ça qu'on va non seulement observer si ça fonctionne, mais surtout apporter les modifications pour que ça fonctionne. Ce n'est pas juste une évaluation a posteriori, c'est une évaluation pendant qu'on fait l'expérimentation pour améliorer le produit et aller vers nos objectifs. Et le troisième objectif, c'est faire en sorte que le pass culture soit bien un levier sur les deniers publics, c'est-à-dire qu'on arrive à faire financer ce service public en grande partie par des fonds privés. Donc, on va vérifier que le modèle économique qu'on vous a montré fonctionne. Et ça, je vais venir à la généralisation, mais évidemment, ça conditionnera la date de la généralisation. Et on va aussi regarder où l'argent qu'on met arrive. Et donc, notamment, si les structures plus petites, si les structures publiques, notamment les structures des collectivités territoriales, reçoivent bien une partie de cet argent public, de ce qu'on fait et de l'argent non public, donc de toute cette politique publique. C'est-à-dire que l'argent ne se concentre pas vers des structures qu'on n'aimerait pas voir financer massivement. Donc ça m'amène à la généralisation.
La question de la généralisation, c'est ce qu'a dit le ministre, c'est-à-dire qu'on généralisera quand on s'en sentira capable. Donc d'abord, quand on sera sûr que nos objectifs sont atteints, et c'est-à-dire que notre produit, pendant l'expérimentation, a été suffisamment affiné pour atteindre ces 3 objectifs que je viens de décrire, et notamment le modèle économique pérenne, c'est-à-dire un modèle économique avec un financement de 20% de fonds publics maximum. Et avec 20% de fonds publics, en effet, on est environ à 104 millions d'euros annuels en année pleine. Donc ça veut dire que si on arrive à financer moins sur de l'argent public, on peut le généraliser plus tôt. Si on reste autour de 20%, on peut commencer à généraliser à partir de l'année 2021 environ, et en année pas forcément pleine, mais ça dépendra vraiment énormément de la manière dont on arrive à libérer des fonds privés, à obtenir ce que Frédéric Jousset vous présentait, c'est-à-dire des participations par les acteurs culturels eux-mêmes. Comment ? Pardon, excusez-moi. Pour reprendre la question sur le financement par tiers, il y a une question sur le mécénat. Oui, l'idée c'est que la structure publique qui va gérer le pass soit éligible à recevoir du mécénat, soit que la structure puisse recevoir du mécénat, soit que évidemment les offreurs publics puissent recevoir du mécénat pour financer l'action du pass culture. Donc ça c'est vraiment bien, je pense, au cœur de l'idée du modèle. Et on a d'autres idées qui sont aujourd'hui au stade de la réflexion, mais si jamais on réussit à amener des centaines de milliers de téléchargements de l'application, il y a clairement les opérateurs du tourisme qui se sont montrés intéressés, puisqu'en fait, ce qu'est le Pass Culture, fondamentalement, c'est un espèce de GPS de la culture en France qui va recenser toute l'offre culturelle, et clairement, ça a une valeur, ça se traduit facilement, et ça a une valeur pour les opérateurs touristiques. Donc là aussi, il y a un deuxième financement possible. On voit aussi une piste du côté des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des politiques de financement de leurs salariés, de la consommation de leurs salariés, ou des comités d'entreprise. Et on pourrait imaginer aussi un abondement du pass pour les entreprises dans une politique de responsabilité sociale d'entreprise que beaucoup d'entre elles déjà commencent à pratiquer. Ce qui d'ailleurs permet de dire qu'au-delà des jeunes, donc il y a à terme éventuellement la possibilité d'élargir l'utilisation même du pass par toute la population en fait. Ce n'est pas l'objet prioritaire, mais à terme évidemment cet outil-là, il peut être évidemment très utile pour tout un chacun, tous les Français, mais aussi effectivement les étrangers. Quand il y aura les Jeux Olympiques par exemple, ce sera très intéressant de pouvoir avoir une application qui permet à tous les visiteurs de France de venir se cultiver, aller aux Olympiades culturelles, voire même d'ailleurs référencer les événements sportifs. On peut imaginer des déclinaisons qui dépassent largement le champ culturel. Et le champ scientifique, effectivement, est totalement présent dans le pass. Nous étions d'ailleurs hier à la Cité des Sciences pour notre séminaire. Et donc les méthodes aussi pour l'évaluation, on essaie qu'elles soient scientifiques, c'est-à-dire de mettre le moins de perturbations possible dans l'observation du comportement des jeunes, au moins dans la première phase, pour voir justement récupérer des données sur leur comportement naturel et mettre le moins de barrières possible. Parce que parfois, effectivement, on nous dit « mais pourquoi vous ne mettez pas 100 € sur le théâtre, 100 € sur le cinéma pourquoi vous ne mettez pas 100 € chaque année, etc. » Donc c'est vrai que notre philosophie, c'est plutôt de regarder comment déjà les jeunes s'approprient ce pass, comment est-ce qu'ils l'utilisent. Et puis ensuite, on va, par la suggestion, la prescription, la préconisation, essayer de les faire sortir de leur zone de confort. Voilà, sur les régions, sur l'articulation avec les passes régionaux, donc c'est effectivement un sujet sur lequel nous travaillons dans les deux départements notamment qui ont des passes, donc Strasbourg et l'Occitanie. Donc il y a des groupes de travail qui existent pour essayer de voir comment on peut articuler ces deux passes. Donc l'idée n'est pas de fusionner les enveloppes ou de mélanger les périmètres. Chacun est maître chez lui, si je puis dire, à ses propres critères d'intervention, mais de faire en sorte qu'on facilite la vie des utilisateurs comme des offreurs en essayant d'avoir des techniques, des technologies interopérables. À terme, le pass culture peut, pour des régions qui souhaiteraient développer justement des passes, qui n'en auraient pas aujourd'hui, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit de dire, il y a un pass culture qui existe, donc essayons de voir comment on peut l'aménager, l'éditorialiser, voire même le compléter d'une petite poche de financement complémentaire. On dit bien complémentaire, hein, l'idée c'est que l'État assume son rôle pleinement. Ou alors d'utiliser la technologie du pass pour le dupliquer
et de faire d'autres passes qui seraient juxtaposées. Voilà, donc on peut intégrer, juxtaposer, tout est possible. Ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui est important, c'est que les techniques soient sinon les mêmes, en tout cas interopérables. Parce qu'on se met à la place aussi des théâtres, des salles de cinéma, etc., qui voient arriver plusieurs technologies différentes. Ça peut être voilà, très compliqué pour elles de changer à chaque fois leur logiciel et de créer des API spécifiques. Donc on se dit qu'on peut peut-être être d'ailleurs un facilitateur, un accélérateur de l'interopérabilité des nouvelles solutions numériques, de paiement numérique et de réservation numérique qui se développent actuellement. Voilà, donc on travaille d'ailleurs avec un groupe en mécénat de compétences qui est intéressé de voir comment on peut échanger ensemble sur ce sujet. Merci. Est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez préciser ou est-ce qu'on peut passer à une dernière série de questions qui sera la dernière? On va essayer de tous les grouper, s'il vous plaît. Donc, je vous répète, si on peut rester chacun dans 1 minute d'intervention, ce serait bien pour l'ensemble. Monsieur Stéphane Testé, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Le Pass Culture est au cœur d'un ensemble de mesures visant à lutter contre la ségrégation culturelle et à l'assignation à résidence et visant aussi à rendre plus autonomes les plus jeunes face à la culture. Je considère donc que c'est une chance que mon département de la Seine-Saint-Denis, qui je le rappelle est le plus jeune département de France, ait été retenu parmi les 5 départements d'expérimentation. Vous l'avez rappelé, cette expérimentation doit débuter le 1er février 2019 et 10 000 jeunes sont concernés. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les critères de sélection de ces jeunes expérimentateurs, entre guillemets, et sur leur profil? Sont-ils davantage issus des classes populaires ou des classes moyennes ou classes aisées? Y a-t-il parmi les postulants une vraie mixité entre jeunes hommes et jeunes femmes? Et au total, combien de jeunes ont postulé pour cette expérimentation? Et enfin, à quel moment prévoyez-vous d'évaluer les résultats de cette expérimentation pour une généralisation du Pass Culture pour tous les jeunes de 18 ans sur l'ensemble de notre territoire? Je vous remercie. Merci, Monsieur Testé. Madame Brigitte Kuster. Oui, merci. Moi, j'aimerais déjà faire un petit focus sur la partie budgétaire. Vous avez l'air très, très sûr de vous, je trouve, sur les financements annexes que vous pourriez trouver au-delà de l'argent public. Néanmoins, la présentation qui nous en a été faite, d'ailleurs, ne serait-ce que dans le rapport de M. Persson, dans le PLF 2019, n'est pas exactement ce que vous êtes en train de nous décrire. Donc, pourquoi une telle différence? Par ailleurs, dans ce rapport, il était d'ailleurs précisé qu'il y avait une répartition par catégorie, voire 200 € pour les offres en ligne, pour des abonnements sur les plateformes numériques, 100 € par ailleurs, théâtre, cinéma. Et aujourd'hui, dans votre présentation, je ne me retrouve pas dans cette multiplicité de l'offre. Et c'est en fait ce qui m'inquiète, parce que je trouve que vous avez un discours qui est ambigu. Vous dites en effet, il faut sortir les jeunes de leur zone de confort. Et parallèlement, on voit que vous mettez beaucoup le focus sur tout ce qui est numérique, par définition, parce que c'est gratuit. Quelque part, en tout cas, le coût n'est plus le même. Moi, je me pose la question, vous n'avez pas testé Paris dans les départements, j'imagine que c'est un choix volontaire. Néanmoins, c'est aussi intéressant de voir quand l'offre culturelle est très large, vers où vont les jeunes, puisque c'est votre choix d'un choix très large. Et moi, je regrette en revanche qu'on n'ait pas fait un cheminement beaucoup plus... où on les emmène justement vers des territoires où ils ne seraient pas allés spontanément. Merci, Madame Kuster. Nous passons à Madame Essaillant, qui passe la parole à Madame Bagné. Merci. À domicile, exclusion de la livraison à domicile. Alors, est-ce qu'on peut accéder aux livres simplement via les librairies ou est-ce qu'on peut commander via Amazon et retrait en librairie? Quel est le choix finalement effectué pour l'accès aux livres? Et puis, petite question très pragmatique qu'on se posait tout à l'heure avec mes collègues. Un Mayennais, un Gardois en déplacement à Paris un week-end, est-ce qu'il peut accéder aux offres culturelles à Paris? Oui, voilà. Merci Madame Bagné. Nous passons maintenant à Madame Casarian. Merci Madame la Présidente et merci à vous Mesdames et Messieurs pour votre présentation. Le Pass Culture va permettre à toute une classe d'âge d'avoir accès à de nombreuses activités et biens culturels que peu de jeunes ont les moyens de s'offrir à 18 ans. S'agissant des contenus qui seront proposés, vous avez indiqué vouloir éditorialiser les offres afin d'attirer les jeunes vers un certain type de culture dont ils sont souvent éloignés. Le service proposé ne serait-il pas plus performant à terme si les bénéficiaires avaient toute latitude pour choisir eux-mêmes le type de bien culturel vers lequel ils souhaitent se tourner, afin de susciter chez eux une réelle appétence
pour la culture. Je vous remercie. Merci Madame Casarian. Madame Valérie Bazin-Malgras, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Moi j'aimerais vous interroger monsieur sur le financement du pass culture par les acteurs privés. Il a été annoncé que 80% seront financés par des acteurs privés sans plus de précision et sans que nous ayons eu à connaître le moindre engagement de la part de tels acteurs. Donc j'aimerais des précisions là-dessus s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Madame Cécile Muscotti. Merci Madame la Présidente. Ma question complète celle posée par une de mes collègues. Le ministre de la Culture avait récemment présenté le dispositif du pass culture dans la presse et il avait déclaré qu'il serait fait appel au mécénat public et privé. Mécénat qui se distingue du parrainage et du sponsoring, notamment d'un point de vue fiscal. Ainsi, et c'est ma question, l'appel au mécénat ne doit pas aboutir à favoriser au sein du panel d'offres disponibles via la plateforme des produits au détriment d'autres, à l'intérieur de chaque catégorie, où les achats seront plafonnés. 200 € pour les offres en ligne comme les abonnements à Deezer, Netflix, Canal Play, 100 € pour les biens culturels, livres, CD, et un plafond illimité pour les sorties culturelles ou les cours de pratiques artistiques. Pouvez-vous nous donner les détails à propos des différentes formes de mécénat qui sont envisagées? Et je la complète dans le sens où ma question se tourne vers la possibilité d'un mécénat de compétences. Est-ce qu'il est envisageable ou seul un mécénat financier est privilégié? Et quel garde-fou pourrait être prévu? Merci Madame Muscotti. Madame Rilhac. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je souhaiterais parler spécifiquement des Outre-mer. La Guyane est un département pilote dans la mise en place du pass culture. Et en dehors de la problématique du déploiement du réseau numérique qui est spécifique à l'usage du pass culture, se pose une problématique tout aussi spécifique aux Outre-mer, qui est celle de l'accès aux lieux de culture. Dans les territoires ultramarins, le déplacement est extrêmement difficile. Et la délégation Outre-mer avait auditionné d'ailleurs Monsieur le ministre Riester sur ce sujet et nous lui avons soumis l'idée de pouvoir financer le transport pour pouvoir accéder aux lieux de culture, donc dans les territoires ultramarins. Je voudrais vous entendre sur ce sujet. Merci. Merci Madame Rilhac. Nous passons maintenant à Madame Hérin. Merci Madame la Présidente. Messieurs, merci pour votre présentation. Je pense que ce dispositif va permettre en effet, au niveau de l'ensemble, lorsqu'il sera étendu au niveau de l'ensemble de la France, de permettre à des jeunes de tester des activités culturelles auxquelles peut-être ils n'auraient jamais été, auxquelles ils n'auraient jamais assisté. Ma question est relativement simple, étant donné qu'il y a eu tout un tas de questions déjà de poser. Vous avez indiqué que durant l'expérimentation qui se fait sur 5 départements, chaque département serait accompagné de 2 personnes qui accompagneraient donc le déploiement. Et vous avez indiqué, me semble-t-il, qu'ensuite, on ne savait pas trop quel accompagnement serait fait. Et ma petite inquiétude, c'est de voir, alors peut-être que je me trompe, mais c'est que les 2 départements ont déjà des universités, c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine culture, un certain niveau de culture qui est répandu. Moi, je suis un département, le département de l'Aude, par exemple, où il n'y a aucune université. Et c'est vrai que lorsqu'on va étendre dans l'ensemble des départements, eh bien, je pense qu'il serait bien d'avoir un petit accompagnement. Je vous remercie. Merci, Madame Hérin. On passe à Monsieur Di Filippo. Merci, Présidente. Nous dénonçons avec les Républicains depuis des mois la gabegie et le contresens pédagogique que représente ce pass culture. J'ai 3 questions par rapport à ça. Le premier, concernant le financement, vous mettez en avant la non-utilisation, j'ai bien compris, et le mécénat, la publicité, les entreprises, mais il représentera un coût de 400 millions d'euros par an. Dans l'hypothèse où vous arriverez par ces biais seulement à 50% du financement, où trouverez-vous les 200 millions d'euros restants à charge pour le contribuable? Deuxième question, des effets d'aubaine dus à la liste des produits éligibles que vous avez mis en place? Trouvez-vous normal que ce pass culture finance des abonnements à Canal+ ou des films, c'est-à-dire indirectement l'industrie du cinéma américain ou des géants étrangers du net ou de la distribution? Je ne pense pas que ce soit sa mission première. Enfin, ne pensez-vous pas que cet argent aurait été beaucoup mieux utilisé à financer des sites patrimoniaux ou culturels français pour renforcer leur attractivité? Financer par exemple des sorties scolaires qui permettraient à des jeunes, non pas d'accéder aux produits qu'ils voient à la télé en permanence, mais d'élargir tout simplement leurs horizons culturels.
Merci Monsieur De Filippo. Maintenant, c'est à Gaël Le Bohec. Bonjour Madame la Présidente. Merci pour la question. Alors, une question, vous avez parlé d'évaluation dans le détail sur le Pass Culture. Je vous remercie d'avoir mis des indicateurs et de pilotage et d'évaluation. Je voulais savoir si vous avez des premiers retours d'expérience sur les 5 départements dans le détail, en particulier sur les aspects sociologiques, l'accès femmes-hommes et la différenciation ou pas s'il y a. Je suis preneur des informations en particulier sur le fait qu'on touche ou pas l'ensemble des publics, ce qui est parfois assez difficile. Je vous remercie. Merci Monsieur Le Bohec. Nous passons maintenant à Yannick Kerlogot, s'il vous plaît. Oui, merci. Faire part d'abord de mon enthousiasme devant cette proposition d'accompagner la demande. Ma question est précise, elle renvoie à la pratique amateur au milieu associatif. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir juste un petit peu de calme? On n'entend pas la question. Merci. Je pense à ces associations de théâtre, par exemple, ou de musique qui ont un événement annuel, une représentation annuelle. Quelle communication sera faite à l'attention de ces associations pour qu'elles puissent faire connaître leur événement sur l'application du Pass Culture? Et pouvez-vous me confirmer que, je dirais, n'importe quelle association culturelle, donc officiellement reconnue, pourra effectivement faire connaître son événement, même s'il est qu'annuel et qu'il relève de la pratique amateur? Merci. Il nous reste encore quelques questions. Monsieur Vignal. Bonjour Madame la Présidente. La culture est un outil indispensable à la formation de citoyens libres, éduqués et responsables. Elle doit être accessible, simple et émancipatrice. Le droit culturel est un droit humain essentiel, confiait Madame Nyssen. Assurer un droit d'accès à la culture ou bien éveiller le goût de la culture chez les publics qui sont de plus en plus éloignés. Je répondrai que les deux objectifs sont à atteindre car ils sont garants de pratiques culturelles multiformes. Élu de l'Hérault, département test pour ce qui est de la mise en place du Pass Culture, je souhaite vous interroger sur les dérives qui pourraient naître du financement même du Pass Culture. En effet, le projet va être financé à hauteur de 80% par le secteur privé. Comment protéger les futurs utilisateurs de propositions culturelles uniformes? Comment éviter l'accaparation de ce projet par les géants du numérique et les GAFA? Concilier la liberté de choix du bénéficiaire et la promotion de la diversité culturelle ne peut se faire que dans le cadre de l'aboutissement d'un parcours artistique et culturel. La réussite de ce projet ne doit-il pas en amont s'appuyer sur des relais institutionnels comme les lycées, les maisons de la culture, les universités ou tous les établissements concernés? Cette question soulève une autre interrogation, celle des inégalités territoriales. Certains territoires sous-équipés ne pourront offrir une pluralité culturelle et artistique suffisante. Quelles solutions préconisez-vous pour lutter contre la ségrégation culturelle? Merci. Merci Monsieur Vignal. Nous passons à Cédric Roussel. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Jousset et toute votre équipe pour cette présentation. La culture s'entend dans un sens large comme des valeurs et des manières de se comporter et de réfléchir qui nous sont communes. Et le sport, tant par l'esthétisme des prestations que par la sensibilisation qui nous inspire, participe activement à l'épanouissement et l'enrichissement de chacun, permettant la curiosité et la rencontre de l'autre. Pour ces raisons, les nombreux éléments sportifs passés et à venir témoignent de la place accordée par la France au sport dans sa culture. Aussi, je vous pose la question, quelle sera alors la place accordée au sport dans le cadre du Pass Culture? Je vous remercie. Merci Monsieur Roussel. C'est au tour de Fanette Charvier, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur Jousset, je voulais revenir sur le risque de télescopage avec d'autres dispositifs parce que vous avez cité 2 dispositifs. Moi je pensais à la carte avantage jeune qui est mise en place par la région Bourgogne-Franche-Comté et qui touche du coup un public beaucoup plus large qui sont les jeunes de moins de 30 ans et qui proposent aussi, via un site internet et une application géolocalisée, des offres qui sont aussi plus larges que le seul aspect culturel. On y trouve donc des offres en réduction ou en gratuité sur le logement, le BAFA, le sport, mais aussi des offres en lien avec des musées, cinéma, médiathèques, concerts, livres, etc., y compris le transport avec le TER, par exemple, comme c'est une offre régionale. Donc ma question, c'est comment réussir la coopération entre le Pass Culture et d'autres dispositifs sans appauvrir des dispositifs plus larges et déjà existants. Merci. Merci. Et nous passons à la dernière question avec Madame Brigitte Liseau. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Jousset de votre présentation. Le Pass Culture, comme vous l'avez rappelé, a pour but de donner
Envie de culture aux jeunes. Il se présente donc sous la forme d'une application numérique géolocalisée qui permettra une plus grande sécurité pour éviter les risques de recel, comme nous avons pu le voir chez nos voisins italiens. L'offre culturelle est donc proposée en fonction de la localité de l'utilisateur. Je crains que nous ayons donc des jeunes des villes qui ont accès à une multitude de possibilités versus les jeunes des champs qui, évidemment, auront des possibilités plus limitées. Il faut pourtant quelquefois faire des kilomètres pour voir un tableau ou juste assister à une pièce de théâtre. Comment pourrait-on assurer à tous les jeunes Français un accès égal à la culture ? Est-ce qu'il vous semble possible d'adapter ce pass culture avec peut-être un crédit supérieur pour les jeunes les plus éloignés des centres culturels ? Merci. Merci, Madame Liso. Alors, à vous, Mesdames et Messieurs. Alors, on voit bien que les questions posent le cadre théorique dans lequel le gouvernement a réfléchi avec des critiques qui sont contradictoires. Entre guillemets, soit le pass culture peut tout faire et inclut tout, et on va très loin. On a eu débat sur le tourisme, la pratique culinaire, qui est aussi au cœur de la culture française, le sport, on inclut le transport. Mais dans ces cas-là, on multiplie les occasions de fraude, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ça sera très compliqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher. Soit on a un pass qui est plus modeste, plus efficace sur la pratique culturelle spécifique et que celle-là, et qui est moins coûteux. Bon. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quelle est la place que l'on fait aux partenaires privés. Alors, quand on va vers beaucoup de place aux partenaires privés, du coup, le pass coûte pas cher. Donc ça, de ce point de vue-là, de gestion publique, on reçoit plutôt des félicitations. Mais du coup, la contrepartie, c'est on dit, bah, vous êtes en train de privatiser la culture et la mettre entre les mains du GAFA. Bon. En sens inverse, vous avez compris, si jamais on interdit le GAFA et qu'il faut rembourser sur les données publiques, on est très public, mais on est très coûteux. Et là, le problème, c'est pourquoi flécher seulement sur cette cible-là, de cette population-là qui a 18 ans, des deniers qui pourraient être répartis sur toute l'action culturelle et sur tout le territoire. Bon. Donc, il n'y a pas de réponse idéale. Voilà, on va faire des choix, on va faire une expérimentation et on fait sur une cible qui est restreinte, 10 000 personnes. La première question que je peux répondre, à laquelle je peux répondre tout de suite, c'est 10 000 personnes sur ces 5 territoires qui sont représentatifs de niveau d'études, de niveau de CSP, de mix d'habitat province, campagne, province, Paris et... le seul biais que l'on a sur les 10 000 premiers, c'est que ce sont 10 000 volontaires. Donc forcément, à partir du moment où ils sont volontaires, ils auront des comportements qui ne seront pas forcément identiques à ceux qui seront de la deuxième vague. À la deuxième vague, on désignera des jeunes Français bénéficiaires et on observera s'il y a des différences entre ceux qui étaient volontaires et ceux qui ne l'étaient pas. Bon. Ce que le pass n'est pas, c'est une ligne Maginot numérique. Donc le pass n'est pas, ne va pas empêcher le GAFA et les GAFA de faire leur métier, de recruter des jeunes Français sur leur plateforme. Le pass ne va pas non plus déplacer le château de Versailles dans la Creuse ou dans un autre territoire ou par magie créer une offre qui n'existe pas dans des territoires plus éloignés. Et donc le pass ne peut pas tout faire. Donc il va mettre tout le monde à égalité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que tout le monde aura la même subvention, que justement par rapport aux initiatives régionales qui étaient prises ici ou là, il y a effectivement des régions où il y a des départements, des collectivités locales qui avaient été plus ambitieuses ou plus généreuses que d'autres ou plus préoccupées de ce sujet. Et donc là, je dirais, il y aura un minimum, un socle minimum pour toute la République. Mais effectivement, le pass ne va pas redresser les biais, que c'est plus simple d'aller au Louvre quand on habite dans le 7e arrondissement que quand on habite en Guyane. Bon. Le problème du transport, on va essayer d'avoir des partenariats commerciaux avec les grands noms du transport ou du covoiturage. Le problème du transport, c'est le problème du contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'Hérault et qui vous dit je vais prendre 200 € un billet SNCF pour aller à Paris voir le Louvre, une fois qu'il est à Paris, on ne peut pas vérifier qu'il n'a pas été au Stade de France voir un match de foot et qu'il a bien été au Louvre. Donc du coup, on aimerait le faire, mais on ne sait malheureusement pas le lier. L'idée, c'est pas d'escorter de manière policière tous les jeunes pour vérifier que l'offre de transport a bien été consommée selon les règles de l'art. Donc c'est pour ça que le transport, on va rentrer dans une logique de partenariat.
Sur le mécénat, oui, l'agence qui va gérer le PASS sera éligible au mécénat de compétences. Donc on a aujourd'hui des prestataires informatiques, par exemple, qui se proposent de nous accompagner pour les développements, pour les tests utilisateurs. Donc l'idée, c'est effectivement de faire le meilleur économie de l'argent public et d'essayer, quand on peut, d'avoir des prestations gratuitement plutôt que de les payer. Revenir sur les 400 millions, la question sur combien ça va coûter. Le chiffre final, on ne le connaît pas, parce qu'on le connaîtra à l'issue des expérimentations, de savoir quelles seront les poches. Donc on présume, on a fait des premiers tests, on a déjà aujourd'hui 5 fois 100 testeurs qui jouent avec l'app depuis juillet, mais ils jouent dans une version qui est très très dégradée. Donc c'est compliqué d'extrapoler depuis ces 500 personnes ce que feront les 800 000. Mais effectivement, encore une fois, on a bien un financement par pilier avec l'argent public qui, à la cible, ne représente que 20% du coût du pass. Donc les 100 millions sont un plafond et non pas un plancher. Sur les partenariats, il n'y a pas de contrepartie. Enfin, la logique du privé de venir dans le pass, c'est une logique où le privé va calculer son intérêt. Donc, je donne un nom au hasard, mais des offres de VOD vont être pendant 6 mois ou pendant 12 mois gratuitement dans le pass, et les opérateurs vont regarder quel est le pourcentage de gens qui s'abonnent à la suite de ces offres et voir s'il y a un modèle économique d'offrir de la gratuité pendant une durée limitée pour pouvoir recruter des consommateurs. On ne va pas au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on ne les met pas plus en avant que d'autres dans le pass. Ils sont triés de manière aléatoire sur la plateforme numérique. Il n'y a pas de contrepartie que l'on donne supplémentaire en contrepartie de l'offre qu'ils veulent bien, de gratuité qu'ils veulent bien nous faire. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je n'ai pas répondu, Eric ? Peut-être pour compléter justement ce point qui est effectivement très important, hein, donc de bien redire qu'il y a une espèce de muraille de Chine entre d'un côté les partenariats qui sont faits, qu'on souhaite faire, qui ne sont pas encore connus, puisque pour ça il faut qu'on ait signé des contrats qui aient une structure juridique, mais évidemment dès qu'ils seront réalisés, ils seront connus et rendus publics. Donc il y a une muraille de Chine totale, et donc dans le référencement de l'offre, aujourd'hui on est sur la géolocalisation et la présentation par thème. On est sur quelque chose d'assez rustique pour le démarrage de l'expérimentation. Tout le travail d'éditorialisation, de mise en avant, qui va être fait avec de l'algorithmie, avec de la prescription humaine. Tout ça, c'est devant nous. C'est un travail qui va s'ouvrir. Donc, vous serez associés. Il y a le comité d'orientation du Pass Culture et les structures de gouvernance du Pass Culture seront associés pour que tous ces critères soient non seulement rendus publics, mais que chacun puisse contribuer à les créer. Ce qui nous apparaît à peu près évident, c'est que ce qu'on va mettre en avant, c'est tout ce qui est porteur de qualité artistique, de qualité culturelle. Et ça, ce sont les médiateurs, justement. Vous avez beaucoup parlé d'accompagnement. Donc, ça peut être des élus locaux ou nationaux qui connaissent la qualité de telle ou telle structure. Ça peut être des conservateurs de musées, des libraires, etc. Donc, voilà, on aura des experts qui aideront à taguer en quelque sorte les offres. Et puis au maximum, on va se reposer sur des critères qui sont déjà des critères existants, à peu près objectifs. Il a été évoqué tout à l'heure la question des films d'auteur. Voilà, les films art et essai, il y a une classification, comme vous le savez certainement, qui est faite par le CNC avec des commissions très compliquées, un processus très sophistiqué, j'allais dire, plus que compliqué, mais enfin, il est un peu compliqué quand même. Et donc, on peut savoir quels sont les films art et essai, on peut savoir quelles sont les salles de cinéma art et essai, celles qui font le plus de travail vers les films de patrimoine, vers les films de court-métrage, vers des actions en direction des publics scolaires. Voilà, donc, c'est évident que ces structures-là, ces films, et les librairies Lire, par exemple, du label Lire, les jeux vidéo soutenus par le CNC, toutes vos structures, les scènes nationales, tous les labels nationaux, mais aussi les labels locaux, c'est-à-dire toutes les structures qui sont aidées par des collectivités territoriales, on présume qu'elles sont plus intéressantes que d'autres, et donc elles vont remonter beaucoup plus et être mieux référencées que d'autres. Voilà, donc c'est vraiment très important de dire qu'il n'y a aucun lien, bien au contraire, entre les partenariats financiers qui sont apportés et la mise en avant des offres. On n'est pas du tout on travaille un peu à rebours d'une plateforme commerciale qui, elle, effectivement, plus on lui donne d'argent, plus elle met en avant. Hein, donc on fait l'inverse. Et l'autre sujet, donc ça c'est pour pousser la qualité, on mettre en avant la qualité. Et puis ensuite il y a tout ce qu'on a dit sur la diversité. Voilà, c'est aussi chaque jeune, il aura des propositions qui
aussi lui permettront de découvrir d'autres choses, de s'éloigner de ses préférences. Donc tout ça, ça va se modéliser. C'est un travail très complexe, intéressant, qui va impliquer l'école des mines, qui va impliquer d'autres acteurs. Et voilà, les résultats, en tout cas, de ces travaux seront partagés. Et sur l'évaluation, on n'a pas encore évidemment de résultats puisqu'on n'a pas encore lancé l'évaluation. On lancé l'expérimentation, ça va commencer le 1er février. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on pourra dire que dès le 1er mars, on commencera à avoir des données sur les comportements et qu'on pourra partager avec vous. Il y avait une question sur la consommation interrégionale. Donc oui, le pass est bien national et donc les territoires d'expérimentation, pour l'instant, se répondent les uns les autres. Donc quelqu'un qui est dans le Bas-Rhin pourra consommer des offres en Seine-Saint-Denis et quand le pass sera généralisé, et on pense notamment à toute la France des festivals. Donc là, on aura des pics de consommation interdépartementale. Et l'idée peut-être à partager avec vous sur l'idée. Il y a une question sur, il y a eu un débat, la ministre avait été interpellée sur Star Wars ou pas Star Wars, et donc votre question, monsieur, sur le cinéma américain, rappelons quand même que l'art n'a pas de passeport et que le Louvre expose des œuvres qui ne sont pas uniquement françaises, et l'idée que en fait la pratique appelle la pratique, et que donc plus on va au cinéma, et ça c'est observé, plus on va au cinéma, plus on lit, et on va au cinéma pour voir peut-être un film américain, et dans les 10 minutes avant, on voit une bande-annonce d'un petit film français auquel on n'aurait pas pensé, et puis finalement on trouve le film sympa, intéressant ou émouvant, et du coup on décide d'y retourner. Ce qui est sûr, c'est que si on ne va pas dans ce cinéma et qu'on ne voit pas cette bande-annonce à ce moment-là, on ne verra jamais ce film et on n'ira jamais. C'est pareil dans les kiosques de presse. On rentre pour acheter un journal et puis on voit la couverture d'un autre et du coup, on le rajoute dans le panier. Et donc, plus on va dans le kiosque de presse, qu'il soit physique ou numérique, plus on consomme. Et donc, c'est cette idée que, oui, il y aura sûrement des consommations qui ne seront pas dans le schéma idéologique idéal de ce qu'on aurait imaginé ou ce qu'on aurait espéré avec un effort de la nation sur un geste culturel. Mais c'est comme ça qu'on remet des populations qui sont éloignées en contact avec des pratiques culturelles. Peut-être un dernier élément sur, il a été question du patrimoine. Donc bien entendu, tous les lieux de patrimoine ont vocation à se référencer. Donc dans des zones qui peuvent être des zones rurales, on a des monuments très intéressants, souvent en main privée, puisque ça peut être en main publique, mais ça peut être aussi beaucoup en main privée. Donc le pass, il va révéler cette offre qui existe, mais qui est parfois méconnue, tout simplement parce qu'elle n'est pas bien référencée. Donc ça, on va même travailler sur le tagage des offres pour ce tagage soit homogène et que donc le pass culture aide aussi d'autres sites, d'autres plateformes, des plateformes locales justement, des plateformes touristiques, à pouvoir référencer de manière automatisée ces offres existantes. Donc le patrimoine, évidemment, ça fait partie, comme le livre, parce qu'il y a une question sur le livre aussi, donc bien entendu, on pourra commander des livres, et simplement ce qu'on demande, c'est qu'ils soient retirés dans des points de proximité, de vente de proximité, notamment évidemment les librairies. Mais les livres, effectivement, fait partie évidemment de la culture. Et il y avait une question aussi sur la liberté des jeunes. Évidemment, le jeune est a priori, de toute façon, on part du principe qu'il est libre de tout consommer. Donc la prescription, elle vient en plus, mais il est libre, y compris de consommer de la culture dans d'autres départements que celui pour lequel il est originaire. Merci messieurs, on arrive au terme de cette audition. J'espère, et je le suppose, cela a répondu à un maximum de questions. On va pouvoir suivre l'ensemble. On a hâte de pouvoir faire que cette application devienne une réalité pour l'ensemble des jeunes Français. Nous nous retrouvons, chers collègues, la semaine prochaine, mardi, pour la présentation du compte-rendu de la mission que Bruno Studer et Régis Renico ont effectuée à Mayotte et La Réunion à l'occasion de la rentrée scolaire. D'ici là, merci beaucoup. Merci à tous.